Mes parents ont refait leur vie sans moi quand j'avais 13 ans. Mon père est parti, ma mère s'est remariée, j'étais le souvenir de leurs erreurs. Mais mon oncle riche m'a recueilli. 8 ans plus tard, ils sont venus à la lecture de son testament. Quand l'avocat a terminé, ils se sont mis à hurler sans fin. Je m'appelle Oli et j'ai 21 ans. Il y a 3 jours, j'ai enterré la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé. Et aujourd'hui, je suis assise dans le bureau d'un avocat, fixant les 2 personnes qui m'ont abandonné il y a 8 ans. Mes parents ont eu l'audace de se présenter pour la lecture du testament de l'oncle Richard après avoir disparu de ma vie quand je n'avais que 13 ans. Ils sont assis en face de moi maintenant, chuchotant entre eux comme s'ils avaient une sorte de plan. Au moment où je suis entré dans ce bureau lambrissé d'acajou, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Papa avait l'air plus vieux, grisonnant aux tempes, portant un costume qui avait connu des jours meilleurs. Maman était assise à côté de lui dans une robe bon marché, son alliance de son 2e mariage captant la lumière fluorescente. Aucun d'eux n'avait pris la peine d'assister aux funérailles, mais les voilà, prêts à réclamer ce qu'ils pensaient mériter. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement trahi par les personnes qui étaient censées vous protéger. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Quand j'avais 13 ans, mon monde s'est complètement effondré en l'espace de 2 semaines. Papa a fait ses valises un mardi matin, marmonnant quelque chose sur le besoin d'espace et de se retrouver. Il m'a embrassé sur le front, a promis qu'il appellerait, et est parti dans sa vieille Honda. C'était la dernière fois que je le voyais jusqu'à aujourd'hui. Maman a géré le divorce à peu près aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Au lieu de s'appuyer sur moi pour obtenir du soutien ou d'essayer de garder notre petite famille unie, elle a immédiatement commencé à sortir. Tony est apparu dans nos vies exactement 3 semaines après le départ de papa, comme s'il avait attendu dans les coulisses. Soudain, maman n'était plus jamais à la maison. Elle partait au travail le matin et revenait tard le soir, si elle revenait. Je me souviens de la première fois où elle n'est pas rentrée pendant 2 jours consécutifs. J'avais 14 ans, assise à la table de la cuisine en train de faire mes devoirs, quand j'ai réalisé que je ne l'avais pas vue depuis lundi. C'était mercredi soir. Le réfrigérateur était vide, à l'exception d'un fromage moisi et de lait périmé. Je vivais de sandwichs au beurre de cacahuètes et de tout ce que je pouvais trouver dans le garde-manger. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais complètement seul. À 14 ans, je lavais mes propres vêtements, cuisinais mes propres repas et me rendais à l'école tous les jours. Maman passait de temps en temps, généralement pour prendre des vêtements propres ou me demander si j'avais vu son chargeur de téléphone. Elle me regardait à travers, comme si j'étais un meuble. Le point de rupture est survenu quand j'avais 15 ans. Maman a disparu pendant 4 jours entiers sans un mot. Je n'avais pas d'argent pour les courses, aucun moyen de la joindre, et j'avais peur. C'est alors que j'ai ravalé ma fierté et que j'ai parcouru les 12 pâtés de maison jusqu'à la maison de l'oncle Richard et de la tante Helena, transportant tout ce que je possédais dans un sac à dos. L'oncle Richard a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage, et a immédiatement su que quelque chose n'allait vraiment pas. « Où est ta mère, ma chérie ?» a-t-il demandé, me tirant à l'intérieur où tante Helena attendait avec des yeux inquiets et les bras ouverts. Mais cette conversation allait tout changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'oncle Richard et la tante Helena ne se sont pas contentés de m'accueillir cette nuit-là. Ils se sont rendus directement au lieu de travail de maman le lendemain matin pour savoir ce qui s'était passé. Ce qu'ils ont découvert m'a fait réaliser à quel point je comptais peu pour ma propre mère. Il s'avère que maman avait pris des jours de vacances pour partir en escapade romantique avec Tony. Elle m'avait laissé seule pendant 4 jours sans dire à personne où elle allait ni quand elle reviendrait. Lorsque l'oncle Richard a confronté sa superviseure, la femme a semblé véritablement choquée qu'une jeune de 15 ans ait été laissée seule à la maison. Elle n'a jamais mentionné avoir une fille, a dit la superviseure, selon l'oncle Richard. Cette phrase m'a frappé plus fort que tout ce qui s'était passé pendant le divorce. Quand maman est finalement revenue 10 jours plus tard, bronzée et détendue de ses vacances aux Caraïbes, elle m'a trouvé assise à la table de la cuisine de l'oncle Richard en train de faire mes devoirs. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a même pas semblé surprise. Au lieu de cela, elle s'est assise en face de moi et m'a annoncé une nouvelle qui allait sceller mon destin pour toujours. Tony m'a demandé en mariage, a-t-elle annoncé comme si elle partageait la nouvelle la plus merveilleuse du monde. Nous nous marions le mois prochain et j'emménage chez lui. Elle a fait une pause, examinant sa nouvelle bague de fiançailles. Mais Tony est déjà bien occupé avec ses propres enfants qui viennent le week-end.
Il n'y a vraiment pas de place pour toi. Je la fixais, attendant la chute de la blague ou un signe qu'elle plaisantait. Comme rien ne venait, j'ai senti quelque chose se briser complètement en moi. Tu as deux choix, a-t-elle continué de manière pragmatique. Tu peux rester ici avec Richard et Elena, ou tu peux essayer de retrouver ton père. Honnêtement, peu m'importe lequel tu choisis. L'oncle Richard, qui se tenait dans l'embrasure de la porte en écoutant, s'est avancé. Son visage était pâle de rage, mais sa voix est restée calme. Suzanne, c'est ta fille et elle a 15 ans. Presque une adulte, a répondu maman en se levant et en lissant sa jupe. Elle s'en sortira. C'était tout. Pas de discussion sur la garde, pas d'arrangement juridique, pas d'adieu émouvant. Elle m'a embrassé sur le front de la même manière que papa l'avait fait, a promis qu'elle garderait le contact, et est sortie de ma vie. 3 semaines plus tard, j'ai appris d'un voisin qu'elle s'était mariée lors d'une petite cérémonie au palais de justice. Je n'ai pas été invité au mariage de ma propre mère. L'oncle Richard a essayé de contacter papa, espérant établir une sorte d'arrangement de tutelle officielle. Mais papa avait apparemment quitté le pays pour le travail et ne répondait à aucune tentative de contact. Alors, l'oncle Richard et la tante Elena ont fait ce qui leur venait naturellement. Ils m'ont accueilli dans leur famille sans hésitation. La différence dans ma vie a été immédiate et bouleversante. Au lieu de l'appartement exigu où je m'étais élevé seul, je vivais maintenant dans leur belle maison de 2 étages avec un jardin que tante Elena entretenait avec amour. Au lieu de manger des sandwichs au beurre de cacahuètes pour le dîner, je m'asseyais à des repas faits maison où des adultes me demandaient réellement comment s'était passée ma journée et écoutaient mes réponses. Ils m'ont inscrite à l'académie de Westfield, une école privée où les autres enfants portaient des sacs à dos de marque et parlaient de vacances en famille en Europe. Au début, je me sentais complètement déplacé, mais l'oncle Richard a engagé des tuteurs pour m'aider à rattraper mon retard scolaire. Et tante Elena s'est assurée que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour m'intégrer socialement. Pour la première fois depuis des années, j'avais des adultes qui se présentaient aux réunions parents-professeurs, qui m'aidaient avec mes devoirs, qui se souvenaient de mon anniversaire et le rendaient spécial. L'oncle Richard m'a appris à conduire dans leur Mercedes, me laissant patiemment m'entraîner sur des parkings vides jusqu'à ce que je sois confiante. Tante Elena m'a emmené faire du shopping pour des vêtements qui m'allaient vraiment et qui ne venaient pas de magasins discount. Mais la chose la plus importante qu'il m'ait donnée était quelque chose qui me manquait depuis que j'avais 13 ans, le sentiment de compter pour quelqu'un. La transformation n'était pas seulement externe. Pendant des années, j'avais été en colère, sur la défensive et constamment sur mes gardes. Sous leurs soins, j'ai lentement commencé à me détendre et à faire confiance à nouveau. Je me suis fait des amis à Westfield, j'ai rejoint l'équipe de débat et j'ai commencé à planifier pour l'université des choses qui semblaient impossibles quand j'essayais juste de survivre au jour le jour. Pourtant, tard le soir, je me demandais parfois si maman pensait à moi. 3 ans après le début de ma nouvelle vie, alors que je commençais à croire que les bonnes choses pouvaient durer, une tragédie a frappé notre famille. Tante Elena, qui avait été mon refuge à travers tout, a été diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire agressif à l'âge de 52 ans. Le diagnostic est tombé un mardi aléatoire d'octobre. Tante Elena souffrait de fatigue et de douleurs à l'estomac depuis des mois. Mais elle avait attribué cela au stress de son travail au musée local. Quand elle est finalement allée chez le médecin, la nouvelle a été dévastatrice. Cancer de stade 3, déjà propagé à ses ganglions lymphatiques. L'oncle Richard a vieilli de 10 ans en l'espace de ce rendez-vous chez le médecin. J'ai regardé cet homme fort et prospère s'effondrer alors qu'il essayait de digérer la possibilité de perdre sa femme. Mais tante Elena, fidèle à elle-même, a abordé sa maladie avec la même grâce et la même détermination qu'elle apportait à tout le reste. Nous allons nous battre, a-t-elle annoncé à l'oncle Richard et à moi lors du dîner ce soir-là. Et nous allons faire en sorte que chaque jour compte, quoi qu'il arrive. Pendant les 8 mois suivants, notre maison est devenue une forteresse d'espoir et de détermination. L'oncle Richard a réorganisé tout son emploi du temps pour conduire tante Elena à ses rendez-vous de chimiothérapie. J'ai pris un travail à temps partiel après l'école pour aider avec les dépenses ménagères, bien que l'oncle Richard ait insisté que ce n'était pas nécessaire. Nous nous sommes tous investis pour soutenir tante Elena pendant son traitement. La chimio était brutale. Il y avait des jours où tante Elena ne pouvait pas garder la nourriture, où elle était trop faible pour sortir du lit, où la femme normalement vibrante qui m'avait sauvé la vie devenait l'ombre d'elle-même. Mais elle ne s'est jamais plainte, et elle n'a jamais cessé de s'assurer que je me sentais aimé et soutenu. « Promets-moi quelque chose », m'a-t-elle dit un soir alors que j'étais assise à côté de son lit, l'aidant à siroter du thé au gingembre.
Ses cheveux étaient tombés à ce moment-là, et elle portait un foulard rose doux que l'oncle Richard lui avait acheté. Promets-moi que tu ne te contenteras jamais de moins que ce que tu mérites. Promets-moi que tu te souviendras que tu es digne d'amour et de respect, peu importe ce que les autres essaient de te dire. J'ai promis, ne réalisant pas à ce moment-là qu'elle me préparait à ce qui allait arriver. Tante Helena est décédée un dimanche matin de juin, 2 semaines après mon 18e anniversaire. Elle est morte paisiblement dans son sommeil, tenant la main de l'oncle Richard. Je les ai trouvés tous les deux ainsi quand j'ai apporté le petit déjeuner à l'étage. L'oncle Richard assis à côté du lit, tenant toujours sa main, les larmes coulant sur son visage. Les funérailles étaient belles mais déchirantes. Tante Helena avait planifié chaque détail elle-même, voulant nous épargner le fardeau de prendre des décisions en deuil. L'église était remplie de roses blanches, sa fleur préférée, et ses collègues du musée ont partagé des histoires sur sa gentillesse et son dévouement. Mais la perte de tante Helena a changé l'oncle Richard d'une manière qui m'inquiétait profondément. L'homme qui avait été mon roc, qui m'avait donné la stabilité et l'amour quand mes propres parents ne s'en souciaient pas, a commencé à se replier sur lui-même. Il a cessé de manger régulièrement, a perdu tout intérêt pour son entreprise et passait des heures assis dans le jardin que tante Helena avait tant aimé. J'ai tout essayé pour l'aider à traverser son deuil. J'ai cuisiné ses plats préférés même s'il y touchait à peine. Je me suis assise avec lui le soir, essayant d'engager la conversation sur tout ce qui pourrait le ramener au présent. J'ai même suggéré une thérapie de deuil, mais il a refusé d'y penser. J'ai juste besoin de temps, disait-il chaque fois que j'exprimais mon inquiétude. Je vais bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais je voyais bien qu'il n'allait pas bien. L'oncle Richard disparaissait lentement sous mes yeux, et je me sentais impuissante à l'arrêter. Avez-vous déjà perdu quelqu'un qui était comme un parent pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi comment vous vous en êtes sorti. Au fur et à mesure que ma dernière année à l'Académie de Westfield avançait, je me suis plongé dans mes études et mes candidatures à l'université, en partie pour me distraire de mon inquiétude pour l'oncle Richard. J'avais été accepté dans plusieurs bonnes universités, et l'oncle Richard insistait pour payer mes études malgré sa dépression. Helena voudrait que tu aies toutes les opportunités, disait-il quand j'essayais de discuter de la dépense. C'est ce que nous avions prévu, ce pourquoi nous avions économisé. Ne laisse pas son sacrifice être vain. Je me suis donc préparé pour l'université tout en regardant la seule figure paternelle que j'ai jamais connue s'éteindre lentement. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de le perdre lui aussi. L'université était censée être mon nouveau départ, mais j'ai passé la plupart de ma première année à m'inquiéter terriblement pour l'oncle Richard. Même si je n'étais qu'à 1 heure de route à l'université de Boston, où j'étudiais l'administration des affaires, je rentrais tous les week-ends pour le voir. La maison semblait différente sans la présence chaleureuse de tante Helena. L'oncle Richard avait laissé le jardin à l'abandon, et la poussière s'accumulait sur les surfaces qu'elle gardait impeccables. Il avait perdu du poids et oubliait souvent de se raser. Son cabinet comptable Prosper souffrait parce qu'il pouvait à peine se concentrer sur son travail. J'ai tout essayé pour le ramener à la vie. J'ai organisé des albums photos de ses souvenirs heureux avec tante Helena. J'ai préparé des dîners élaborés, espérant que la nourriture pourrait susciter un certain intérêt. J'ai même réussi à le convaincre d'adopter un chiot Golden Retriever, pensant que la responsabilité pourrait lui donner un but. Rien n'a fonctionné. Je suis juste fatigué, au lit, disait-il quand je le pressais de voir un médecin ou un thérapeute. Certains jours, c'est trop d'efforts juste de respirer sans elle. Mes notes à l'université ont commencé à chuter parce que j'étais constamment distraite. Ma colocataire, Sarah, m'a finalement assise et m'a fait remarquer ce que je ne pouvais pas voir moi-même. Tu ne peux pas le sauver de son deuil, dit-elle doucement. Tu peux l'aimer et le soutenir, mais tu ne peux pas arranger ça pour lui. Sarah avait raison, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles à regarder. L'oncle Richard m'avait sauvé la vie quand j'avais 15 ans, et je voulais désespérément lui rendre l'appareil. Je me sentais coupable d'être à l'école pendant qu'il souffrait seul. Pendant les vacances de printemps de ma 2e année, j'ai pris une décision qui allait définir la phase suivante de ma vie. Au lieu d'aller en Floride avec des amis, je suis rentré à la maison pour m'occuper à plein temps de l'oncle Richard. J'ai été transféré dans un collège communautaire local où je pouvais continuer mes cours de commerce tout en étant présente pour lui. L'oncle Richard a protesté, bien sûr. Helena et moi n'avons pas tout sacrifié pour que tu jettes ton éducation par la fenêtre pour me garder, a-t-il argumenté. Mais j'étais têtu. Et finalement, je pense qu'il était soulagé d'avoir de la compagnie dans cette maison vide.
M'occuper de l'oncle Richard est devenu mon travail à plein temps, même s'il n'avait pas besoin d'une aide physique. Il avait besoin de quelqu'un pour s'assurer qu'il mangeait, pour lui rappeler de prendre ses médicaments pour la tension artérielle, pour s'asseoir avec lui pendant les longues soirées où le chagrin le frappait le plus durement. Je suis devenu son ancre dans le monde des vivants. Lentement, progressivement, ma présence a commencé à aider. L'oncle Richard a recommencé à se doucher régulièrement et à s'intéresser à son apparence. Il a commencé à se joindre à moi pour le dîner au lieu de picorer de la nourriture seule dans la cuisine. Nous avons développé des routines du soir où nous regardions de vieux films ou faisions des mots croisés ensemble. Au cours de ma 3e année au collège communautaire, l'oncle Richard semblait se stabiliser. Il est même retourné au travail à temps partiel, prenant quelques clients triés sur le volet qui avaient attendu patiemment qu'il se rétablisse. J'étais prudemment optimiste que nous avions tourné une page. Tu sais, je pense qu'Elena serait fière de la femme que tu es devenue, m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis dans le jardin, maintenant restauré dans une partie de sa beauté d'antan. Tu n'as pas eu à sacrifier tes rêves pour t'occuper de moi, mais tu l'as fait quand même. C'est le genre de personne qu'elle t'a élevé à être. Et je commençais enfin à croire que peut-être, juste peut-être, nous pourrions construire un nouveau genre de bonheur ensemble. L'oncle Richard et moi étions devenus plus qu'un oncle et une nièce. Nous étions une famille au sens le plus vrai du terme. Des survivants qui avaient trouvé la force l'un dans l'autre. J'aurais dû savoir que ce genre de paix était trop beau pour durer. La crise cardiaque est survenue sans avertissement un mardi soir de mars, 3 semaines seulement après mon 21e anniversaire. L'oncle Richard avait semblé bien ce matin-là, même joyeux en préparant le café et en lisant le journal. Il avait passé la journée à travailler dans son bureau à domicile, prenant des appels de clients, s'occupant de la paperasserie. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai entendu un fracas dans le salon. J'ai trouvé l'oncle Richard effondré à côté de son fauteuil préféré, le visage gris et tordu de douleur. Il était conscient mais ne pouvait pas parler, se serrant la poitrine d'une main. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes après mon appel, mais je pouvais voir sur leur visage qu'il était trop tard. L'oncle Richard m'a tenu la main dans l'ambulance, ses yeux me disant tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Il est décédé à l'hôpital 2 heures plus tard, entouré de médecins qui avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Et voilà, j'étais de nouveau seul. Les jours qui ont immédiatement suivi la mort de l'oncle Richard se sont déroulés dans un flou d'arrangements funéraires, de paperasse juridique et de plats de sympathie de voisins que je connaissais à peine. J'ai agi comme un robot, prenant des décisions sur les fleurs et la musique tout en me sentant complètement engourdi à l'intérieur. Les funérailles étaient plus modestes que celles de tante Elena. L'oncle Richard avait mené une vie plus tranquille dans son deuil, et beaucoup de ses vieux amis s'étaient éloignés au cours des 3 dernières années. Mais ses collègues de travail sont venus lui rendre hommage, et plusieurs des anciens collègues de tante Elena ont assisté pour honorer l'homme qu'il avait aimé si complètement. Je me tenais au bord de la tombe, regardant le cercueil de l'oncle Richard être descendu dans la terre à côté de celui de tante Elena, et je me sentais absolument seul au monde. À 21 ans, j'étais orpheline à tous les égards. Mes parents biologiques étaient quelque part, vivant leur propre vie, mais ils avaient clairement indiqué il y a 8 ans que je ne faisais pas partie de leur plan. La partie la plus surréaliste a été de recevoir des cartes de condoléances de parents éloignés que je n'avais pas vus depuis mon enfance. Des cousins que je me souvenais à peine m'ont envoyé des cartes de sympathie génériques avec des messages comme « Désolé pour votre perte » et « Il est dans un monde meilleur maintenant ». Aucun d'eux n'a proposé de m'aider avec les arrangements ou ne m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Ils ne faisaient que cocher une obligation sociale de leur liste. Ce qui m'a le plus frappé pendant ces jours difficiles, c'est l'absence totale de mes parents. La mort de l'oncle Richard avait été annoncée dans le journal local, le même journal que mes parents avaient lu en grandissant. Mais aucun d'eux n'a appelé, envoyé de fleurs, ou reconnu de quelque manière que ce soit que l'homme qui avait élevé leur fille était mort. Leur silence en disait long sur le genre de personnes qu'ils étaient devenus. 3 jours après les funérailles, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. Monsieur Brennan, l'avocat de l'oncle Richard, m'a demandé de venir à son bureau pour la lecture du testament. J'ai supposé que ce serait une formalité. Peut-être que l'oncle Richard m'avait laissé un petit héritage ou quelques objets personnels en souvenir de lui. Aura-t-il quelqu'un d'autre, ai-je demandé à monsieur Brennan par téléphone. Oui, a-t-il répondu, son ton étrangement formel. Votre père a contacté mon bureau hier. Il sera présent pour la lecture. Mon cœur s'est presque arrêté. Papa venait. Après 8 ans de silence complet, il s'intéressait soudainement aux affaires de l'oncle Richard.
Quelque chose ne tournait pas rond, mais je ne pouvais pas mettre le doigt sur quoi exactement. Et ma mère, ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse. Elle y sera aussi, a confirmé Monsieur Brennan. La lecture est prévue pour vendredi à 14 heures. J'ai passé les 2 jours suivants dans un état d'anxiété comme je n'en avais pas connu depuis les premiers jours de l'abandon. Pourquoi venait-il maintenant? À quoi pensait-il avoir droit? Et surtout, comment allais-je gérer le fait de les voir en face après toutes ces années? Une partie de moi était curieuse de savoir à quoi ils ressemblaient maintenant, s'ils avaient changé, s'ils avaient jamais regretté leur choix. Mais une plus grande partie de moi était terrifiée que de les voir ramène toute la douleur et l'insécurité que j'avais travaillé si dur à surmonter. L'oncle Richard et la tante Helena avaient reconstruit ma confiance en moi de fond en comble. Ils m'avaient appris que j'étais précieuse, aimable, digne de soins et d'attention. Mais les vieilles blessures ont une façon de se rouvrir quand on s'y attend le moins, et j'avais peur que la présence de mes parents anéantisse des années de guérison. J'ai envisagé de ne pas aller à la lecture du tout. Légalement, je n'avais pas à y être. Monsieur Brennan pouvait me contacter par la suite avec toute information pertinente. Mais quelque chose en moi, peut-être la curiosité, peut-être un besoin de tourner la page, insistait pour que j'affronte ce qui allait arriver. Le vendredi matin, je me suis habillé avec soin dans le tailleur bleu marine que tante Helena m'avait aidé à choisir pour les entretiens universitaires. Elle disait toujours que la façon dont on se présente dit au monde comment on s'attend à être traité. J'avais besoin de toute la confiance que je pouvais rassembler pour ce qui m'attendait. En conduisant vers le bureau de M. Brennan, mes mains tremblant légèrement sur le volant, je n'avais aucune idée que j'étais sur le point d'être témoin du vrai caractère des personnes qui m'avaient donné la vie, mais qui n'avaient jamais vraiment été mes parents. Le moment de vérité était enfin arrivé. Entrer dans le bureau de Monsieur Brennan, c'était comme entrer dans un cauchemar que je pensais avoir échappé il y a des années. Ils étaient là, assis côte à côte sur le canapé en cuir en face du bureau de Monsieur Brennan. Ma mère et mon père, ensemble pour la première fois depuis leur divorce 8 ans plus tôt. Papa avait l'air plus vieux, plus gris, avec des rides profondes autour des yeux qui n'étaient pas là quand il est parti. Il portait un costume qui avait connu des jours meilleurs, et ses chaussures avaient besoin d'être cirées. Maman était assise raidement à côté de lui, portant ce qui était manifestement sa meilleure robe, mais réussissant tout de même à avoir l'air bon marché. Son alliance de Tony captait la lumière, et j'ai remarqué qu'elle avait pris du poids au fil des ans. Aucun d'eux ne s'est levé quand je suis entré. Aucun d'eux ne m'a serré dans ses bras ou ne m'a présenté ses condoléances pour ma perte. Ils m'ont à peine regardé, concentrant plutôt leur attention sur Monsieur Brennan comme si je n'étais même pas dans la pièce. Maintenant que tout le monde est là, commença Monsieur Brennan en ajustant ses lunettes et en ouvrant un épais dossier, nous pouvons procéder à la lecture du dernier testament de Richard Montgomery. J'ai pris place sur la chaise en face de mes parents, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. La dernière fois que j'avais été dans la même pièce avec eux deux, c'était probablement pour mon 14e anniversaire, juste avant que papa ne parte. Et nous voilà, réunis par la mort et, apparemment, l'argent. Monsieur Brennan se racla la gorge et commença à lire le langage formel du testament. L'oncle Richard avait été minutieux et précis, laissant des instructions détaillées pour ses arrangements funéraires, des dons de bienfaisance et la distribution de ses effets personnels. Mais la majeure partie du document traitait de sa succession substantielle. À ma nièce bien-aimée, Holly Montgomery, qui a ramené la lumière dans ma vie pendant mes heures les plus sombres, je lègue l'intégralité de ma succession, lut Monsieur Brennan. Cela inclut toutes les propriétés, les investissements, les actifs commerciaux et les biens personnels. Holly a été la fille qu'Helena et moi n'avons jamais eue, et elle mérite toutes les opportunités de construire la vie qu'elle choisit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je suis restée assise, sous le choc, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. L'oncle Richard m'avait tout laissé. Sa maison, son cabinet comptable prospère, son portefeuille d'investissement. Je m'attendais peut-être à un petit héritage ou à quelques souvenirs, pas à l'œuvre de toute sa vie. Papa fut le premier à rompre le silence, et quand il le fit, il révéla exactement pourquoi il s'était donné la peine de se présenter après 8 ans d'absence. « C'est impossible, dit-il, la voix montant. Je suis son parent de sang. Je suis son frère. Il doit y avoir une erreur. » Monsieur Brennan retira calmement ses lunettes et fixa papa d'un regard soutenu. « Il n'y a pas d'erreur, Monsieur Montgomery. Le testament est tout à fait clair et juridiquement contraignant. » Richard était très précis sur ses intentions. « Mais ce n'est qu'une enfant, intervint maman,
parlant comme si je n'étais pas assise juste là. Elle ne peut absolument pas gérer ce genre de responsabilité. Nous sommes ses parents. Nous devrions superviser son héritage jusqu'à ce qu'elle soit assez mature pour le gérer correctement. Je retrouvai ma voix pour la première fois depuis mon entrée dans le bureau. J'ai 21 ans, dis-je doucement. Je ne suis pas une enfant. Maman me regarda alors, me regarda vraiment pour la première fois en 8 ans. Je la vis observer mon apparence, le tailleur cher, la posture confiante, l'éducation et le vernis que l'oncle Richard et la tante Helena m'avaient donné. Un instant, je crus voir quelque chose qui aurait pu être du regret vaciller sur son visage, mais cela fut rapidement remplacé par du calcul. « Holly, ma chérie, dit-elle, son ton soudainement mielleux. Tu dois comprendre que c'est beaucoup d'argent et de responsabilités. Ton père et moi ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour toi. Nous pourrions t'aider à tout gérer, nous assurer que tu ne fasses pas d'erreurs coûteuses. » L'audace était à couper le souffle. Après m'avoir complètement abandonné, après avoir refusé même d'assister aux funérailles de l'oncle Richard, ils avaient le culot de suggérer qu'ils devraient contrôler mon héritage. Mais ce qui s'est passé ensuite allait me montrer exactement quel genre de personne mes parents étaient devenus. Papa se leva brusquement, le visage rouge de colère et de désespoir. « C'est ridicule, annonça-t-il à la pièce. Je vais contester ce testament. » Richard ne pensait pas clairement après la mort d'Helena. Tout le monde sait qu'il était déprimé. Il a manifestement été manipulé pour prendre cette décision. Ces mots flottaient dans l'air comme une accusation, et je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Il suggérait en fait que j'avais d'une manière ou d'une autre piégé l'oncle Richard pour qu'il me laisse sa succession. L'homme qui m'avait nourri, logé, éduqué et aimé inconditionnellement était dépeint comme une victime de ma manipulation. De plus, continua papa, s'échauffant sur son thème, en tant que seul frère vivant de Richard, j'ai un intérêt légal à contester ce testament. Holly n'est même pas une Montgomery par le sang. Elle est la nièce de Richard par alliance, pas une descendante directe. L'expression de M. Brennan devint sévère. Monsieur Montgomery, je dois vous arrêter là. Premièrement, Richard était absolument sain d'esprit lorsqu'il a rédigé ce testament. J'ai des documents médicaux à cet effet. Deuxièmement, Holly fait légalement partie du foyer de Richard depuis 8 ans. Il la considérait comme sa fille à tous les égards importants. Mais papa n'avait pas fini. Il se tourna vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un pur ressentiment mêlé d'arrogance. Tu sais, Holly, si tu avais la moindre décence, tu reconnaîtrais que cet argent appartient de droit à la famille. La vraie famille. C'est alors que quelque chose en moi a craqué. La jeune fille de 15 ans effrayée qui avait mendié des miettes d'attention de ces personnes avait disparu, remplacée par une jeune femme qui avait appris sa valeur grâce à 8 ans d'amour et de soutien authentique. Je me levai lentement, rencontrant le regard de papa avec des yeux stables. « Tu as raison, dis-je calmement. Cet héritage devrait aller à la vraie famille de Richard. Les gens qui l'ont aimé, soutenu et qui sont restés à ses côtés quand il en avait le plus besoin. » Le visage de papa s'éclaira, pensant qu'il avait gagné. « Ce serait moi, continuai-je. La fille qui lui a tenu la main pendant la mort de sa femme, qui est rentrée de l'université pour s'occuper de lui, qui s'est assuré qu'il mangeait, prenait ses médicaments et n'abandonnait pas complètement la vie. Où étiez-vous pendant ces 3 ans, papa? Où étiez-vous tous les deux? » Maman se tortilla mal à l'aise sur son siège, mais papa redoubla son attaque. « Tu ne comprends pas la complexité des relations adultes, Holly. Il y avait des raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas, arrête, l'interrompis-je, ma voix gagnant en force. Arrête, c'est tout. Vous m'avez abandonné quand j'avais 13 ans. Vous avez choisi de nouvelles vies qui ne m'incluaient pas, et maintenant vous voulez revenir comme si de rien n'était parce qu'il y a de l'argent en jeu. » Je me tournai pour m'adresser à eux deux, 8 ans de blessures et de colère réprimées trouvant enfin leur voix. Vous n'êtes pas venus aux funérailles de l'oncle Richard. Vous n'avez pas envoyé de fleurs ni de cartes. Vous n'avez même pas appelé pour savoir si j'allais bien après avoir perdu les seules figures parentales que j'ai eues depuis que vous avez tous les deux décidé que j'étais jetable. La vérité était enfin dévoilée, crue, douloureuse et impossible à nier. Maman tenta une approche différente, sa voix devenant suppliante. Holly, nous avons fait des erreurs. Nous étions jeunes et égoïstes, et nous avons mal géré le divorce. Mais nous sommes tes parents. Nous t'aimons, et nous voulons faire partie de ta vie maintenant. Maintenant, répétai-je, laissant les mots s'imprégner. Vous voulez faire partie de ma vie maintenant,
alors qu'il y a quelque chose à y gagner pour vous. Monsieur Brennan se racla la gorge, manifestement mal à l'aise avec le drame familial qui se déroulait dans son bureau. Peut-être devrions-nous continuer cette discussion à un autre moment. La lecture du testament est terminée. Non, dis-je fermement. Nous allons finir ça ici, maintenant. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. J'ai regardé mes parents, je les ai vraiment regardés, et j'ai vu des étrangers qui partageaient mon ADN mais qui n'avaient jamais été ma famille d'une manière significative. Vous voulez contester le testament, ai-je demandé à papa. Allez-y et dépensez votre argent en frais de justice pour combattre un document qui énonce clairement les volontés de l'oncle Richard. Mais comprenez bien ceci, même si vous réussissiez d'une manière ou d'une autre, ce que vous ne ferez pas, je ne partagerai jamais un centime avec l'un de vous. La pièce devint silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge antique de Monsieur Brennan. Vous m'avez appris une leçon importante quand j'avais 13 ans, continuai-je. Vous m'avez appris que les gens vous décevront, que vous ne pouvez compter sur personne, et que l'amour est conditionnel. L'oncle Richard et la tante Helena ont passé 8 ans à m'apprendre le contraire. Ils m'ont montré à quoi ressemble une vraie famille, et cela n'a rien à voir avec le sang partagé. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte, mais je me suis retourné une dernière fois. Ne me contactez plus, ai-je dit. N'appelez pas, n'écrivez pas, ne vous présentez pas chez moi. Vous avez fait votre choix il y a 8 ans, et je fais le mien maintenant. En sortant de ce bureau, laissant mes parents biologiques derrière moi pour toujours, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une liberté complète et totale. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de réunions juridiques, de consultations financières et de paperasse qui semblaient se multiplier de façon exponentielle. La succession de l'oncle Richard était bien plus importante que je ne l'avais imaginé. Pas seulement la belle maison que j'avais appelée chez moi pendant 8 ans, mais aussi un cabinet comptable prospère, plusieurs propriétés d'investissement et un portefeuille d'actions qui me donnait le tournis. Monsieur Brennan était l'avocat de l'oncle Richard depuis plus de 20 ans, et il m'a guidé à travers le processus avec patience et professionnalisme. Votre oncle était très avisé dans ses investissements, a-t-il expliqué lors d'une de nos réunions. Lui et Helena vivaient modestement par rapport à leur richesse réelle. Il planifiait toujours pour votre avenir. Cette révélation m'a frappé plus fort que l'argent lui-même. Même pendant ces années sombres après la mort de tante Helena, alors que l'oncle Richard pouvait à peine fonctionner au quotidien, il pensait à ma sécurité et à mon avenir. Le poids de cette responsabilité semblait énorme. Fidèle à sa parole, papa a intenté une action en justice contre le testament dans la semaine qui a suivi la lecture. Monsieur Brennan s'y attendait et m'a assuré que l'affaire n'avait aucun fondement, mais le stress d'un litige en cours était épuisant. Tous les quelques jours, de nouveaux documents judiciaires, des dépositions ou des réunions avec des avocats arrivaient. La partie la plus difficile était de voir à quel point mes parents étaient devenus désespérés. Grâce au processus de découverte juridique, j'ai appris que papa avait accumulé des dettes importantes au cours des 8 dernières années et qu'il avait sauté d'un emploi à l'autre. Le mariage de maman avec Tony s'était mal terminé, la laissant avec des dettes de cartes de crédit et peu de perspectives. Il n'était pas seulement avide, il se noyait financièrement et voyait mon héritage comme leur bouée de sauvetage. Il invoque la détresse émotionnelle, m'a informé Monsieur Brennan lors d'une réunion particulièrement frustrante. Ils disent que la décision de Richard de les exclure du testament a causé un préjudice psychologique et a endommagé leur relation avec vous. J'ai failli rire de l'absurdité. Quelle relation, ai-je demandé. Ils n'avaient pas de relation avec moi avant la lecture du testament. Ils ont choisi d'abandonner cette relation quand j'avais 13 ans. Mais les procédures judiciaires ont traîné pendant des mois, jetant une ombre sur ce qui aurait dû être une période de nouveau départ. Je ne pouvais pas avancer complètement dans ma vie tant que ce procès pesait sur ma tête. Je ne pouvais pas vendre la maison de l'oncle Richard, je ne pouvais pas apporter de changements majeurs à l'entreprise, je ne pouvais même pas planifier mon avenir sans me demander si tout cela pourrait m'être enlevé. Le stress a commencé à affecter ma santé. J'ai perdu du poids, j'ai eu du mal à dormir et je me suis retrouvé constamment sur les nerfs. La jeune femme confiante qui avait affronté ses parents dans le bureau de Monsieur Brennan était lentement usée par la machine broyeuse du système judiciaire. Ma bouée de sauvetage a été la docteure Sarah Chen, une thérapeute que Monsieur Brennan m'a recommandée, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Vous ne faites pas seulement face à une contestation juridique, a-t-elle expliqué lors de notre première séance. Vous êtes en train de digérer des années d'abandon et le chagrin frais de la perte de votre oncle. C'est beaucoup à gérer pour n'importe qui.
Le docteur Chen m'a aidé à comprendre que le procès de mes parents ne concernait pas vraiment l'argent. Il s'agissait de contrôle et de leur incapacité à accepter la responsabilité de leurs choix. Les gens qui abandonnent leurs enfants créent souvent des récits qui justifient leur comportement, a-t-elle dit. Admettre que vous avez réussi sans eux, que vous êtes mieux sans eux, menace ce récit. Lentement, avec l'aide du docteur Chen, j'ai commencé à retrouver mon sentiment d'autonomie. Au lieu de me sentir victime de l'avidité de mes parents, j'ai commencé à voir leur procès comme une confirmation que j'avais fait le bon choix en les excluant de ma vie. La percée est survenue lors d'une déposition où l'avocat de papa a essayé de me dépeindre comme une chercheuse d'or manipulatrice qui avait isolé l'oncle Richard de sa famille. Sous serment, j'ai calmement raconté les 8 années que j'avais vécues avec l'oncle Richard et la tante Helena, les dîners de famille, les candidatures à l'université avec lesquelles il m'avait aidé, la façon dont il m'avait soutenu à chaque étape importante. Où était mon père lors de ma remise de diplôme du lycée, ai-je demandé à l'avocat. Où était-il quand j'ai été accepté à l'université de Boston? Où était-il quand tante Helena mourait d'un cancer? L'avocat n'avait pas de réponse, car il n'y en avait pas. Papa avait choisi d'être absent à chaque moment important de ma vie. À la fin de la déposition, même l'avocat de papa semblait mal à l'aise. On ne peut pas fabriquer 8 ans d'abandon. Et on ne peut pas argumenter que des parents aimants et impliqués devraient avoir la priorité sur les personnes qui ont réellement élevé un enfant. 2 semaines plus tard, Monsieur Brennan a appelé avec la nouvelle que j'attendais. Papa avait abandonné le procès. Mais la victoire semblait creuse car j'ai réalisé qu'aucune décision de justice ne pouvait annuler la vérité fondamentale de ma situation. Le procès enfin derrière moi, je pouvais me concentrer sur la construction de la vie que l'oncle Richard et la tante Helena avaient rêvé pour moi. Mais d'abord, je devais déterminer à quoi cette vie devait ressembler. À 21 ans, j'étais soudainement riche au-delà de mes rêves les plus fous. Mais je n'avais jamais eu le luxe de rêver grand. La première grande décision a été de savoir quoi faire du cabinet comptable de l'oncle Richard. Il l'avait construit à partir de rien pour en faire une entreprise prospère avec 12 employés et plus de 200 clients. Plusieurs de ses employés clés m'ont approché pour acheter l'entreprise. Et bien que les offres fussent généreuses, je me suis surprise en décidant de la garder. Je veux apprendre le métier, ai-je dit à Margaret, la directrice de bureau de longue date de l'oncle Richard. Pas seulement le côté financier, mais comment il a construit quelque chose qui signifiait tant pour les gens. Margaret, une femme d'une 60aine d'années qui avait travaillé avec l'oncle Richard pendant 15 ans, est devenue mon mentor. Elle m'a appris les relations avec les clients, les opérations commerciales et l'attention minutieuse aux détails qui avaient rendu le cabinet de l'oncle Richard si prospère. Votre oncle avait le don de faire en sorte que les gens se sentent écoutés, m'a expliqué Margaret alors que nous examinions ensemble les dossiers des clients. Ce ne sont pas que des chiffres sur une page. Ce sont les moyens de subsistance de vraies personnes, les fonds d'études de leurs enfants, leurs rêves de retraite. Je me suis plongé dans l'apprentissage de tous les aspects de l'entreprise avec la même intensité que j'avais autrefois appliquée à prendre soin de l'oncle Richard. J'ai terminé mon diplôme en commerce par des cours du soir tout en travaillant au cabinet pendant la journée. J'ai étudié pour ma certification comptable et je l'ai réussi du premier coup. Mais la partie la plus significative de la gestion de l'entreprise de l'oncle Richard a été de me connecter avec ses clients. C'étaient des gens qui lui avaient confié leur avenir financier pendant des décennies. Et beaucoup d'entre eux ont partagé des histoires sur la façon dont il les avait aidés dans les moments difficiles. Quand mon mari est mort, m'a dit une cliente âgée, Richard a passé 3 heures un samedi à examiner mes finances avec moi et à m'aider à comprendre ce que je devais faire. Il ne m'a jamais facturé ce temps. Il a dit que c'est ce que fait la famille. Des histoires comme celle-ci m'ont aidé à comprendre l'héritage que l'oncle Richard m'avait laissé. Pas seulement de l'argent, mais une responsabilité de perpétuer ses valeurs de service et de compassion. L'entreprise se stabilisant sous ma direction, j'ai commencé à faire des projets pour ma vie personnelle. La maison où j'avais vécu avec l'oncle Richard et la tante Helena contenait trop de souvenirs, à la fois merveilleux et douloureux. J'ai décidé de la vendre et d'acheter un endroit plus petit, plus près du centre-ville, un endroit où je pourrais construire mes propres souvenirs. Le jour où j'ai déménagé de cette maison a été l'un des plus difficiles de ma vie. Chaque pièce contenait des échos de la famille que j'avais trouvée et perdue. Le jardin de tante Helena, que j'avais essayé d'entretenir après sa mort, était fleuri de roses qu'elle avait plantées des années plus tôt. Le bureau de l'oncle Richard sentait encore faiblement le tabac à pipe qu'il appréciait en de rares occasions. Mais en emballant leurs affaires, en conservant soigneusement les albums photos, les bijoux de tante Helena, les livres de l'oncle Richard, j'ai réalisé que je ne les laissais pas vraiment derrière moi.
Les leçons qu'il m'avait apprises, l'amour qu'il m'avait montré, la confiance qu'il m'avait inculquée, tout cela m'accompagnerait où que j'aille. Ma nouvelle maison était un modeste cottage de 2 chambres dans un quartier calme près de l'université. Elle avait une bonne luminosité, des parquets et un petit jardin où je pouvais planter mes propres roses. Pour la première fois de ma vie, je créais un espace qui m'appartenait entièrement. L'indépendance était à la fois exaltante et terrifiante. J'étais passé d'être abandonné à 13 ans à être prise en charge par l'oncle Richard et la tante Helena. Et maintenant, j'étais vraiment seul. Mais c'était un autre genre de solitude que celle que j'avais connue adolescente. C'était une solitude choisie, soutenue par une sécurité financière et une force émotionnelle. J'ai commencé à sortir occasionnellement, bien que je sois prudente dans mes relations. Le docteur Chen m'avait aidé à reconnaître que mes expériences d'enfance m'avaient laissé des problèmes de confiance, et j'étais déterminé à ne pas laisser ces problèmes contrôler ma vie amoureuse. Vous avez le droit d'être sélective, m'a-t-elle rappelé lors d'une de nos séances. Vous avez appris à quoi ressemble le véritable amour et le soutien. Ne vous contentez pas de moins dans un partenaire. À l'approche de mon 22e anniversaire, mon 2e sans l'oncle Richard, j'ai réfléchi à combien ma vie avait changé. 1 an plus tôt, j'étais une étudiante en deuil qui s'occupait d'un oncle déprimé. Maintenant, j'étais une femme d'affaires prospère avec une belle maison et un avenir plein de possibilités. Mais je portais encore les cicatrices de l'abandon. Et je me demandais si je ferais un jour pleinement confiance au fait que les bonnes choses dans ma vie dureraient. C'est alors que le destin a décidé de tester ma nouvelle force d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. L'appel est arrivé un mardi après-midi alors que j'examinais les rapports trimestriels au bureau. Margaret a frappé à ma porte avec une expression que j'avais appris à reconnaître, elle avait des nouvelles qui allaient compliquer ma journée. « Holly, il y a une femme en ligne, qui dit qu'elle est ta mère », dit Margaret prudemment. « Elle insiste beaucoup pour te parler. » Mon sang se glaça. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents depuis plus d'1 an. Pas depuis que papa avait abandonné son procès. J'avais supposé qu'ils avaient finalement accepté que j'étais définitivement sorti de leur vie. A-t-elle dit ce qu'elle voulait, ai-je demandé, sachant déjà que la réponse ne serait pas quelque chose que je voulais entendre. Elle a mentionné quelque chose à propos d'une urgence familiale, a répondu Margaret. Dois-je lui dire que tu n'es pas disponible? Je fixai la lumière clignotante de mon téléphone, pesant mes options. Une partie de moi voulait raccrocher immédiatement. J'avais clairement indiqué que je ne voulais pas d'eux. Mais la curiosité l'emporta, ainsi qu'une inquiétude lancinante que quelque chose de grave soit vraiment arrivé à l'un d'eux. « Je vais le prendre », dis-je en décrochant le téléphone avec réticence. « C'est Holly. »« Oh, ma chérie. » La voix de maman parvint, artificiellement enjouée. « Je suis si contente que tu aies pris mon appel. Je n'étais pas sûr que tu le ferais après. » Eh bien, après tout ce qui s'est passé. J'attendis en silence, ne voulant pas lui faciliter cette conversation. « Écoute, je sais que tu nous as demandé de ne pas te contacter, » a-t-elle continué. « Mais c'est important. C'est à propos de ton père. » Mon estomac se noie. Qu'y a-t-il à son sujet? Il a été diagnostiqué d'un cancer du poumon de stade 4, dit-elle, sa voix tombant à un murmure. Les médecins disent qu'il lui reste peut-être 6 mois. La nouvelle me frappa comme un coup de poing, même si j'avais coupé papa de ma vie. Entendre que quelqu'un est en train de mourir, même quelqu'un qui vous a profondément blessé, crée un mélange complexe d'émotions impossibles à préparer. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je prudemment. Mais je ne suis pas sûr de savoir pourquoi tu me dis ça. Holly, il veut te voir, dit maman, sa voix devenant suppliante. Il sait qu'il a fait des erreurs et il veut s'excuser avant qu'il ne soit trop tard. Il n'arrête pas de demander de tes nouvelles depuis le diagnostic. Je fermai les yeux, sentant les tactiques de manipulation familière qui avaient tant contrôlé mon enfance. Le timing était étrangement pratique. Papa développe une maladie en phase terminale juste au moment où sa contestation juridique du testament de l'oncle Richard avait complètement échoué. Où est-il, ai-je demandé, surprise par ma propre question. Il est à l'hôpital Saint-Marie-S, chambre 314, dit rapidement maman, sentant une ouverture. Il y est depuis 2 semaines maintenant. Le cancer s'est propagé à son foie et à ses os. Il n'est plus l'homme que tu te souviens, Holly. Cette dernière partie était probablement vraie, mais pas de la manière dont elle l'entendait. L'homme dont je me souvenais avait été faible, égoïste et prêt à abandonner sa fille de 13 ans sans un regard en arrière.
Je doutais que le cancer en phase terminale ait fondamentalement changé son caractère. J'y réfléchirai, ai-je dit finalement. S'il te plaît, n'attends pas trop longtemps, insista maman. Les médecins disent que son état se détériore rapidement. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Mon père était en train de mourir et une partie de moi sentait que je devrais m'en soucier plus que je ne le faisais. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà pleuré la perte de mon père il y a des années. L'homme qui mourait dans ce lit d'hôpital était un étranger qui se trouvait partager mon ADN. J'ai appelé le docteur Chen et j'ai pris rendez-vous pour une séance d'urgence ce soir-là. Comment vous sentez-vous par rapport au diagnostic de votre père, a-t-elle demandé après que j'ai raconté la conversation avec maman. Confuse, ai-je admis. J'ai l'impression que je devrais être plus triste que je ne le suis. J'ai l'impression que je devrais peut-être aller le voir, mais j'ai aussi l'impression que ça pourrait être un piège. Quel genre de piège? J'y ai réfléchi un moment. Je pense qu'ils espèrent que sa maladie me fera me sentir assez coupable pour les laisser revenir dans ma vie. Maman a mentionné qu'ils voulaient s'excuser, mais ils ont eu 8 ans pour s'excuser. Pourquoi maintenant? Le docteur Chen hocha la tête d'un air pensif. Les personnes confrontées à la mort éprouvent souvent un regret sincère, mais elles utilisent aussi parfois leur mortalité comme un levier pour obtenir ce qu'elles veulent des autres. Vous seul pouvez décider si vous croyez que le désir de votre père de vous voir est sincère. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, pensant au père que j'avais connu autrefois. Avant le divorce, avant l'abandon, il avait été une personne différente. Il m'avait appris à faire du vélo, m'avait aidé avec mes projets de science, me lisait des histoires avant de dormir quand j'étais petite. Mais ces souvenirs semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. La question n'était pas de savoir si l'homme mourant dans la chambre 314 méritait mon pardon. La question était de savoir si j'avais besoin de le lui offrir pour ma propre tranquillité d'esprit. Au matin, j'avais pris ma décision. Je me suis rendu à l'hôpital Saint-Maries l'après-midi suivant, mes mains tremblant légèrement en me garant sur le parking des visiteurs. J'avais choisi de venir seul malgré la suggestion du docteur Chen que je pourrais vouloir un soutien moral. Cette conversation, quelle qu'elle soit, devait avoir lieu sans témoin. La chambre 314 se trouvait au bout d'un long couloir qui sentait le désinfectant et le désespoir. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais voir une silhouette allongée dans le lit d'hôpital, connectée à diverses machines qui bipaient doucement en arrière-plan. L'homme dans ce lit ne ressemblait en rien au père dont je me souvenais. Papa avait toujours été grand et large d'épaules, le genre d'homme qui remplissait une pièce de sa présence. La personne que je voyais maintenant était décharnée et grise, sa peau lâche sur ses os. Ses cheveux, le peu qu'il en restait, étaient complètement blancs. Le cancer l'avait réduit à l'ombre de lui-même. J'ai frappé doucement au cadre de la porte. Papa. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et quand il me vit, son visage se transforma avec une expression de pur soulagement et de gratitude. Oli, murmura-t-il, sa voix rauque et à peine audible. Tu es venu. Je suis entré dans la chambre mais je suis resté près de la porte, gardant ma distance émotionnelle même en comblant le fossé physique entre nous. Maman a dit que tu voulais me voir. Assieds-toi, s'il te plaît, dit-il en faisant un geste faible vers la chaise à côté de son lit. J'ai tellement de choses à te dire. Je suis resté debout. Je t'écoute. Papa lutta pour se redresser, grimaçant de douleur à cause de l'effort. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon, commença-t-il. Mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé pour ce que je t'ai fait, pour ce que nous avons fait tous les deux. Les excuses que j'avais attendu 8 ans pour entendre arrivaient enfin. Mais elles semblaient creuses maintenant. Trop peu, trop tard. J'étais un lâche, continua-t-il, sa voix gagnant en force à mesure qu'il parlait. Quand ta mère et moi avons divorcé, j'étais si en colère et si blessé que je ne pouvais pas réfléchir. Je me suis convaincu que tu étais mieux sans moi. Que repartir à zéro signifiait tout laisser derrière soi. Y compris ta fille, dis-je doucement. Y compris ma fille, admit-il, des larmes commençant à se former dans ses yeux. La plus grande erreur de ma vie. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou d'apitoiement. Ce que j'ai vu à la place, c'était une angoisse sincère, le regret d'un homme qui avait réalisé trop tard l'ampleur de ses échecs. Sais-tu quelle a été la partie la plus difficile, ai-je demandé, ma propre voix devenant émotive malgré mes efforts pour rester détaché. Ce n'est pas que tu sois parti. C'est que tu n'as jamais regardé en arrière,
jamais appelé, jamais écrit, jamais montré le moindre intérêt à savoir si j'étais vivante ou morte. Papa ferma les yeux, incapable de croiser mon regard. Je me suis dit que tu étais en colère et que tu ne voulais pas avoir de mes nouvelles. Je me suis dit que l'oncle Richard et la tante Helena pouvaient te donner des choses que je ne pouvais pas. J'ai trouvé 1000 excuses parce que faire face à la vérité était trop douloureux. Quelle vérité? Que j'ai abandonné ma fille parce que j'étais trop faible pour gérer mes propres problèmes, dit-il en ouvrant les yeux pour me regarder directement. Que j'ai choisi la voie facile au lieu de me battre pour toi. L'aveu flottait entre nous comme un pont que je n'étais pas sûr de vouloir traverser. Ta mère ressent la même chose, continua-t-il. Elle attend dans la salle d'attente familiale tous les jours depuis que je t'ai appelé, espérant que tu accepterais de la voir aussi. Cette révélation m'a surprise. Maman était là. Elle venait à l'hôpital tous les jours, attendant une chance de me voir. Elle est aussi brisée que moi par ce que nous avons fait, dit papa. Nous savons tous les deux que nous avons perdu la chose la plus importante de notre vie, et nous savons que c'est de notre faute. Je sentis mes murs émotionnels soigneusement construits commencer à se fissurer. Pendant 8 ans, j'avais porté la colère et la blessure de leur abandon. J'avais construit toute mon identité sur le fait d'être assez forte pour survivre sans eux. Mais voir mon père mourant, l'entendre assumer l'entière responsabilité de ses choix, sapait mon récit sur qui étaient les méchants dans mon histoire. Je ne sais pas comment te pardonner, ai-je dit. Honnêtement, je ne sais pas si je le peux. Je ne demande pas pardon, répondit papa. Je sais que je ne le mérite pas. J'avais juste besoin que tu saches que te quitter a été la pire chose que j'ai jamais faite, et il ne se passe pas un jour sans que je ne le regrette. Il attrapa quelque chose sur sa table de chevet, une photo usée que je reconnus immédiatement. C'était une photo de nous pour mon 10e anniversaire. Tous les deux souriant à l'appareil photo alors que je soufflais les bougies d'un gâteau fait maison. J'ai porté ça avec moi partout où je suis allé, dit-il en tendant la photo avec des mains tremblantes. C'est la seule chose qui m'a fait me sentir humain au cours de ces 8 dernières années. La vue de cette photo, la preuve que j'avais compté pour lui, même quand il avait agi comme si ce n'était pas le cas, a finalement percé mes défenses. Les larmes que j'avais retenues pendant des années se sont mises à couler. J'avais besoin de toi, ai-je murmuré. Quand tante Helena est morte, quand l'oncle Richard s'effondrait, quand je me sentais complètement seul au monde, j'avais besoin de mon père. Je sais, dit-il, ses propres larmes coulant librement maintenant. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Et je le regretterai jusqu'au jour de ma mort. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Tous les deux en train de pleurer pour des raisons différentes. Papa pleurait la relation qu'il avait jetée. Je pleurais le père que j'avais perdu 2 fois, une fois par le divorce et l'abandon, et maintenant par le cancer. Finalement, j'ai rapproché la chaise de son lit et je me suis assise. Raconte-moi ces 8 années, ai-je dit. Raconte-moi ce qui t'est arrivé après ton départ. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec mon père. L'histoire de papa était exactement ce à quoi je m'attendais et, d'une certaine manière, plus tragique que je ne l'avais imaginé. Après avoir quitté notre famille, il avait déménagé à Phoenix, à la poursuite d'une opportunité d'emploi qui s'est avérée bien moins prometteuse qu'annoncée. Il avait rebondi d'une ville à l'autre, d'une relation à l'autre, d'un emploi à l'autre, ne restant jamais assez longtemps nulle part pour se construire une vraie vie. Je fuyais ma culpabilité, a-t-il expliqué, sa voix faible mais stable. Chaque fois que je commençais à m'installer quelque part, je me souvenais de ce que j'avais fait, et je me convainquais que j'avais besoin d'un nouveau départ ailleurs. Le schéma a continué pendant des années. Il a eu un bref mariage à Denver qui s'est terminé lorsque sa femme a réalisé qu'il était émotionnellement indisponible. Il a lancé une entreprise à Seattle qui a échoué parce qu'il ne pouvait se concentrer sur rien assez longtemps pour la faire réussir. Il a développé un problème d'alcool qui lui a coûté plusieurs emplois et la plupart de ses économies. Je n'arrêtais pas de me dire que je mettrais de l'ordre dans ma vie et que je viendrais ensuite te retrouver, a-t-il dit. Mais plus le temps passait, plus cela semblait impossible. Comment expliquez-vous à votre fille que vous êtes parti depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 8 ans? L'histoire de maman, qu'il a partagée lorsque j'ai finalement accepté de la voir dans la salle d'attente familiale, était tout aussi déchirante. Son mariage avec Tony a duré 2 ans avant qu'il ne la quitte pour quelqu'un de plus jeune. Elle a lutté financièrement depuis, travaillant à une série d'emplois sans issue et accumulant des dettes. J'ai pensé à toi chaque jour, a-t-elle dit, serrant un mouchoir dans ses mains.
Je voyais des filles de ton âge au magasin ou au cinéma, et je me demandais à quoi tu ressemblais, si tu étais heureuse, si tu me détestais. Je t'ai détesté, ai-je dit honnêtement. Pendant longtemps. Elle a hoché la tête, acceptant la vérité de mes paroles. Je le mérite. J'ai échoué en tant que mère de toutes les manières possibles. Ce qui m'a le plus frappé dans leurs deux histoires, c'est à quel point leur décision de m'abandonner avait empoisonné le reste de leur vie. Ils n'étaient pas passés à des existences meilleures et plus heureuses sans moi. Au lieu de cela, ils avaient passé 8 ans à fuir les conséquences de leur choix, ne trouvant jamais la paix ni le bonheur véritable. Nous savons que nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait, a dit maman. Et nous savons que tu as construit une vie merveilleuse sans nous. Richard et Elena t'ont donné tout ce que nous aurions dû te donner. C'est vrai, ai-je convenu. Ils m'ont sauvé. Nous leur en sommes reconnaissants, a dit papa quand je suis retourné dans sa chambre. Nous sommes reconnaissants que tu aies eu des gens qui t'ont aimé comme tu méritais d'être aimé. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai rendu visite à papa presque tous les jours. Non pas parce que je lui avais complètement pardonné, mais parce que j'apprenais enfin à connaître la vraie personne derrière le père qui m'avait abandonné. Faire face à la mort avait dépouillé ses défenses et ses faux-semblants, révélant quelqu'un de profondément imparfait mais sincèrement repentant. Nous avons parlé de mon enfance, des bons souvenirs d'avant le divorce. Nous avons parlé de l'oncle Richard et de la tante Elena, et il a écouté avec un intérêt sincère pendant que je décrivais la vie qu'il m'avait donnée. Nous avons même parlé de mon entreprise et de mes projets pour l'avenir. Tu es devenu tout ce que j'espérais que tu deviendrais, a-t-il dit lors d'une de nos dernières conversations. Tu es forte, réussie, indépendante. Tout ce qu'un père veut que sa fille soit. Pas grâce à toi, ai-je répondu. Mais sans le venin que cette déclaration aurait porté des semaines plus tôt. Non, a-t-il convenu. Grâce à Richard et Elena, et grâce à ta propre force. Papa est mort un mardi matin au début du printemps, avec maman et moi tenant sa main. Ses derniers mots ont été « Je t'aime, Holly. Je t'ai toujours aimé. » J'ai aidé maman à organiser un simple service funèbre. Papa avait survécu à la plupart de ses amis, et il avait brûlé les ponts avec de nombreux membres de sa famille au fil des ans. Les personnes en deuil étaient principalement le personnel de l'hôpital qui s'était attaché à lui pendant ces dernières semaines. Alors que nous nous tenions au bord de la tombe, regardant le cercueil de papa être descendu dans la terre, maman s'est tournée vers moi avec des yeux rougis. « Je sais que tu ne veux probablement pas de relation avec moi, » a-t-elle dit. « Je sais que je n'en mérite pas une. Mais je veux que tu saches que je suis fier de la femme que tu es devenue, et je suis désolé de ne pas avoir été là pour te voir grandir. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné naissance mais qui n'avait jamais vraiment été ma mère et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, de la compassion. Je ne suis pas prête pour une relation, ai-je dit honnêtement. Mais peut-être pourrions-nous commencer par un café de temps en temps. » Le sourire qui s'est répandu sur son visage valait le petit risque que je prenais. 6 mois plus tard, alors que j'étais assise dans mon bureau à examiner les rapports trimestriels qui montraient que le cabinet de l'oncle Richard continuait de prospérer sous ma direction, j'ai réfléchi aux tournants inattendus que ma vie avait pris. Mes parents étaient des personnes imparfaites qui avaient fait des choix terribles, mais ils n'étaient pas les monstres que je m'étais imaginé. Le pardon, avais-je appris, ne consistait pas à les absoudre de leurs échecs. Il s'agissait de me libérer du fardeau de porter leurs erreurs. L'oncle Richard et la tante Elena m'avaient donné les fondations d'amour et de sécurité dont j'avais besoin pour devenir assez forte pour pardonner. Ils m'avaient appris que j'étais digne d'amour, assez précieuse pour qu'on se batte pour moi, méritant le respect et les soins. Avec cette fondation solide, je pouvais me permettre d'être généreuse avec les parents qui m'avaient abandonné, car leur opinion de moi ne définissait plus ma valeur. J'étais Holly Montgomery, femme d'affaires prospère, survivante, et enfin une femme en paix avec son passé et enthousiaste pour son avenir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, si vous avez ressenti la douleur de la trahison familiale ou la joie de trouver votre famille choisie, assurez-vous de liker et de vous abonner. Parfois, les débuts les plus brisés mènent aux fins les plus solides. C'est la vérité que l'oncle Richard et la tante Elena m'ont apprise, et c'est une leçon qui mérite d'être partagée.